Bonjour de ma part aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le thème de mon mémoire qui s'appelle l'homologation des accords, qui sont les résultats d'une mode amiable de règlement des différences en droit civil française. Et moi, j'ai décidé, pour vous faciliter l'accès à ce thème assez technique, de produire un film avec des amis qui montre très bien la procédure d'une homologation à la base d'un exemple très facile. Et je voudrais vous montrer ça directement. Ist Bayern nicht schön? Pardon, j'ai pas compris. Que la Bavière est belle. Mais c'est ridicule, la France est tellement plus magnifique. Ah! Ah! Pour cette gifle, je demande dommages et intérêts. Malheureux, je vais te poursuivre devant la justice. D'accord, d'accord. On va conclure une transaction, ça va? Ça va. Monsieur le juge. Homologation. Voilà. Merci. Vive la France. Alors, après qu'on a vu cette approche assez non académique, je voudrais revenir sur le mémoire que j'ai produit. Et là, j'ai commencé par définir les deux notions du titre de mon mémoire qui s'appelle tout d'abord l'homologation et après les accords. Alors, l'homologation, qu'est-ce que ça veut dire? L'homologation, c'est une notion juridique qui, dans ce sens large, peut être définie comme une mesure de police. Et ça, c'est assez problématique parce que nous pouvons trouver nombreux lieux d'émergence d'une telle homologation qui ne sont pas intéressants pour nous. Par exemple, concernant les conséquences des divorces, mais aussi en droit de travail, où il est disposé, par exemple, concernant les conventions de rupture de contrat de travail effectuées par la directe, le plan de sauvegarde de l'emploi et aussi la rupture conventionnelle collective, que tous ces cas sont sujettis à une homologation. Donc, il faut trouver une notion, une définition plus étroite. Et là, le doyen Cornu, dans son vocabulaire judiciaire, nous a donné une notion qui est la suivante. Alors, l'homologation, c'est l'approbation ou la confirmation donnée à un acte par un tribunal. Et cette définition est reprise en droit positif par l'article 1565 qui dispose qu'un acte peut être soumis à l'homologation afin de le rendre exécutoire. Et donc, après qu'on a vu maintenant qu'est-ce qu'est l'homologation, comment il faut définir cette notion, il faut voir que les accords qui sont sujettis à une telle homologation sont très divers. Il y a beaucoup. Il y a par exemple en droit des familles concernant le régime matrimonial, la divorce, l'autorité parentale, l'état liquidatif des parentages, et aussi en matière de divorce par consentement mutuel, il y a des procédures qui sont sujetties à une procédure d'homologation. La même vaut aussi pour la procédure de la conciliation, qui favorise la conclusion d'un accord entre un débiteur, qui est en principe une entreprise, et ses principaux créanciers. Et donc, ça, c'est le droit commercial où nous pouvons trouver une telle homologation. Mais aussi en matière pénale, et notamment concernant la médiation pénale, nous pouvons trouver une telle homologation. La médiation pénale, c'est une mesure alternative aux poursuites dans une litige pénale. Et les autorités étatiques, en plus, les autorités étatiques, comme par exemple les administrations fiscales, douanières ou de la concurrence, sont dotées d'un pouvoir de poursuite en matière délictuelle ou contraventionnelle pour mettre fin aux poursuites du prévenu par voie transactionnelle, qui, comme la médiation pénale, doit être homologuée par le procureur. Et enfin, aussi en matière administrative, nous pouvons trouver des accords qui sont sujettis à cette procédure d'homologation. La jurisprudence de la Cour de cassation, Mergui aussi, l'avis syndicat du district de Rose, qui est très ancien, a consacré en droit positif une procédure de médiation entre une administration et des personnes privées qui est sujettée à une conciliation, à une homologation, et nous pouvons trouver ça notamment dans la médiation administrative. Et donc, ce sont tous des métiers qui sont très intéressants. Il y a aussi l'homologation, mais ce ne sont pas le thème de notre mémoire aujourd'hui. Et donc, moi, je vais me concentrer sur l'homologation qui suit à un accord qui est issu d'une mode amiable de règlement des différentes. Et là, nous avons l'article 1528 qui dispose que l'accord auquel les parties sont arrivées avec l'assistance d'un médiateur, un conciliateur de justice ou dans un cadre de procédure participative de leur avocat est sujeté à une procédure d'homologation.
Et donc, à la base de cette définition légale, nous pouvons également voir qu'il y a 3 catégories dans lesquelles il peut être trouvé une homologation au sein de ces modes amiables de règlement. Alors, tout d'abord, dans la médiation-conciliation judiciaire. Deuxièmement, dans la médiation-conciliation extrajudiciaire. Et troisièmement, au sein de ces procédures participatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Les juges peuvent déléguer à une tiers la mission de conciliation. Et lorsque la conciliation aboutit, l'accord auquel sont parvenus les parties peuvent faire l'objet d'une homologation. La même aussi pour la médiation. Concernant la deuxième catégorie, alors la médiation-conciliation extrajudiciaire, les parties peuvent compter sans intermédiaire ou par l'intermédiaire de parvenir à un accord, alors qu'elles n'ont pas déjà saisi le juge. Et alors, la loi, et notamment le livret 5 du Code de la procédure civile, prévoit une procédure d'homologation facultative, enfin, d'une telle médiation-conciliation extrajudiciaire. Et la même vaut aussi pour la troisième catégorie, qui est la procédure participative. Et donc, concernant maintenant ces procédures, il y a aussi la question qu'est-ce que la transaction? Et donc là, il y a une distinction, oui, une définition de ces notions assez simple qui est, alors, donc la médiation est le processus dont le meilleur des résultats est une transaction. Cette transaction est seulement un accord. Et ça, c'est aussi vous expliqué par l'exposé de ma camarade Isabelle. Et donc maintenant, concernant la procédure, alors les juges, saisis d'une demande correspondant par la partie la plus diligente, procèdent à un contrôle en vue de l'homologation pour le rendre exécutoire. Toutefois, être homologué n'empêche pas toute contestation de l'acte. Alors, on a 3 étapes. On a le déclenchement, qui est, oui, alors le juge qui est saisi d'une demande. Après, on a le contrôle effectué par le juge, qui est traité dans la première partie de mon exposé. Après, il y a des effets juridiques qui sont attachés à un tel jugement. Et donc, moi, j'ai décidé, oui, d'attaquer, de traiter un débat qui est élaboré dans la doctrine sur la nature judiciaire de l'accord de l'homologation. Parce que la notion de l'homologation est bien souvent nommée une notion nomade, une notion avec un caractère hybride, mi-conventionnel, mi-judiciaire. En droit français est bien connue la catégorie de la décision judiciaire en droit processuel, toute comme la catégorie des contrats en droit civil. Mais la force est d'observer qu'il existe des actes comme l'homologation qui échappent à ces 2 catégories parce qu'ils correspondent à ces 2 catégories. Et donc, à ces raisons, j'ai décidé de traiter dans mon mémoire, la nature hybride des accords homologués au sein des modes amiables de règlement de défense. Et moi, j'ai décidé de faire un raisonnement en deux temps. Alors, au début, je me pose la question, quel est le régime de contrôle du juge homologateur? Alors, la deuxième phase de cette procédure. Et après, j'ai demandé la question, quels sont les effets juridiques de la décision du juge? Alors, la troisième phase de cette procédure. Alors, dans une première partie, il faut tout d'abord constater que le juge, par son contrôle, assure en même temps, et ça c'est la distinction que je fais ici, la protection institutionnelle des intérêts de l'ordre public, mais aussi la protection d'ordre privé en tant que justificatif du caractère conventionnel qui aide la thèse que l'accord homologué en matière des modes amiables de règlement de défense présente en fait une double identité. Oui, ça c'est le but de ma thèse, de vous montrer cette nature hybride de cette double identité. Et donc, dans ma première sous-partie, je commence par l'article 565 qui dispose dans son alinéa 3 que le juge ne peut pas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. Donc, par conséquent, les juges se trouvent devant une alternative simple. Soit ils homologuent l'accord, soit ils le refusent. Et donc, même que la loi reste assez silencieuse, c'est la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, qui a clarifié que même s'il n'y a absolument rien plus que ça dans la loi, les juges, alors l'étendue du pouvoir de contrôle du juge, c'est un contrôle à minima sur la nature de la convention et notamment sur la convention, sur la conformité de l'accord à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ce qui est remis aux articles 6 et 1162 du Code civil. Et il y a maintenant une discussion doctrinale concernant la question, est-ce que dans une situation où la procédure d'homologation est laissée au gré des parties, est-ce qu'on peut logiquement invoquer la protection de l'ordre public ou non? Mais ça, c'est un thème qui était traité en détail dans mon mémoire et je voudrais ici maintenant vous montrer un autre aspect qui était présenté par plusieurs auteurs, qui n'était pas directement l'ordre public, mais l'intérêt général. Et alors, cette protection de l'intérêt général, ça suit l'idée. Alors, tout d'abord, il faut définir l'intérêt général. Et là, pour ça, nous êtes Platon, très ancienne, qui disent que oui, alors l'intérêt général doit être compris comme l'intérêt commun des citoyens. Et alors, suivant une analyse économique de la justice, nous pouvons voir que la procédure d'homologation réduit les coûts matériels et humains de la justice, parce que ça, c'est un moyen d'éviter les procès, le volume de contentieux qui est également réduit, et en plus, les modes amiables de règlement de défense constituent une marché économique distincte, qui offre aux avocats, aux notaires ou aux huissiers de justice, parmi eux, les professions de médiateurs et conciliateurs, et par ça, des nouvelles perspectives professionnelles, donc un marché économique distinct. Et donc, ces deux choses, donc la réduction des coûts et la création du marché économique, ce sont des intérêts généraux qui sont protectés par une telle mesure des modes amiables de règlement de défense
qui est après homologué par un juge étatique. Parfait. Et donc, après qu'on a vu, dans un premier temps, la protection d'intérêt d'ordre public, dans une deuxième sous-partie, nous pouvons regarder la protection d'ordre privé en tant que justificatif du caractère conventionnel. Et là, la Cour de cassation, en 2014, a ajouté une certaine précision qui est que, alors pour le juge, il peut constater l'absence de formation d'un accord. Alors, ça revient aux articles 1128 et suivants du Code civil concernant la validité ou les conditions de la validité d'un contrat. Alors, le consentement des parties, la capacité de conclure un contrat et la continuité certains dans lesquels l'ordre public est une partie intégrée. Mais il faut ajouter à cette constatation qui est que le juge, d'une certaine manière, protège les intérêts d'ordre privé en constatant l'absence de, une absence de formation possible. Il faut ajouter à cet argument-là des considérations économiques, sociologiques et politiques. Dans un premier temps, concernant les considérations économiques, là, il est évident que aussi pour les parties, un tel mode amiable de règlement des différences, et qui suite, où la suite et l'homologation, offre des avantages économiques. Alors, le temps consacré à la différence va être réduit. Beaucoup de modes amiables sont gratuits ou avec des frais très modérés. Par exemple, les recours au conciliaire de justice est gratuit. Et troisièmement, les recours au mode amiable offrent davantage de la confidentialité. Concernant le raisonnement sociologique, l'idée c'est que si le justiciable s'engage personnellement dans la résolution de litige, cet engagement est une garantie de l'acceptabilité de la solution retenue. Et ça, c'est une idée qui remonte à la considération de Bentham. Et enfin, concernant les considérations politiques, là, il faut revenir à une auteure comme Peter Thiel, qui est en faveur d'une certaine théorie politique, celle du libertarisme, qui prévoit un rétrécissement maximal de l'État et la primauté absolue de la liberté individuelle. Et donc, cette autonomisation du citoyen produit un droit français est que, le citoyen, le parti à une litige est l'acteur de la résolution de ces différends. Donc, d'une certaine manière, ces modes amiables de règlement des différends présentent un fort caractère politique suivant cette théorie du libertarisme. Donc, après qu'on a constaté que le contrôle ou l'étendue du contrôle du juge homologateur protège à la fois des intérêts d'ordre public que les intérêts d'ordre privé, il faut dans un deuxième temps regarder les effets juridiques de la décision du juge. Et donc là, il faut constater qu'il faut distinguer au début les effets institutionnels du jugement d'homologation aux effets conventionnels de l'accord homologué. Et donc, dans un premier temps, j'ai comparé ce jugement d'homologation à un jugement classique. Et là, j'ai constaté qu'il y a certains éléments qui sont les mêmes pour les deux jugements, alors le jugement classique et le jugement d'homologation, notamment la force exécutoire qui est ajoutée à un tel jugement d'homologation, la formule exécutoire qui est utilisée est la même, et aussi la modification des accords. Parce que, concernant l'accord homologué, même s'il peut être modifié ultérieurement par les parties, cela nécessite une nouvelle homologation. Et ces régimes suivent la logique d'un jugement classique. Néanmoins, il y a certaines caractéristiques qui ne sont pas les mêmes d'un jugement classique et le jugement d'homologation. Et notamment, concernant l'autorité de la juge jugée et la question si le juge est dessaisi ou non après la procédure. C'est la Cour de cassation qui a clarifié, déjà dans une arrêt très ancienne, qu'en matière crasseuse, l'autorité de la juge jugée n'est pas attachée au jugement. Et donc, les modes amiables de règlement des différends sont d'une grande partie sujettés ou relèvent de matière crasseuse, notamment basé au fait qu'il n'y a pas un débat contradictoire devant le juge. Et donc, concernant les jugements d'homologation des accords venant d'un règlement amiable d'un litige, la difficulté qui se pose, c'est que le contrat sur lequel se fonde le jugement peut être attaqué sur une base contractuelle, comme il est suffisamment expliqué dans ma deuxième sous-partie. Et donc, si le jugement était dans ce cas doté de l'autorité de la juge jugée, cela serait une contradiction avec le droit des recours contractuels, de sorte que l'autorité de la juge jugée doit être refusée. Et donc, par ça, nous pouvons très bien comprendre la phrase de Madame la professeure Friquero qui dit que l'autorité de la juge jugée est remplacée par la force obligatoire de la chose consentie. Et la même vaut aussi pour la question de dessaisissement du juge, parce que le juge, dans une telle procédure, n'est pas décisif. Et dans une deuxième sous-partie, je regarde les effets conventionnels de l'accord homologué, et là, je regarde les voies de recours. Et donc, concernant les jugements d'homologation, il faut distinguer les décisions juridictionnelles d'homologation, alors la médiation de conciliation conventionnelle, judiciaire, qui ont toutes les options classiques de l'article 527 de la Code de procédure civile aux décisions non juridictionnelles d'homologation qui sont le livre 5 du Code de procédure civile. Et parce que dans ce deuxième cas-là, il n'y a pas les mêmes voies de recours, il y a seulement l'option pour l'intéressé de se référer au juge ou de faire un appel contre la décision de refus. Donc là, en doctrine, il y a un grand débat si ces deux voies de recours pour cette décision non juridictionnelle d'homologation sont en fait des voies de recours classiques comparables à une décision judiciaire ou non. Et par conséquent, est-ce qu'est attachée cette nature hybride à ces décisions ou non? Ça, c'est un grand débat de la jurisprudence. Mais, et ça c'est la dernière idée, concernant le voie de recours contractuel, il est évident qu'il
il a les mêmes conséquences qui sont attachées à un tel jugement d'un point de vue contractuel. Ça, c'est par une voie d'action la nullité de l'acte, et par une voie d'exception la nullité de l'acte, mais seulement devant le juge d'exécution. Et donc, par conséquent, aussi dans ce deuxième sous-partie, nous pouvons constater cette nature hybride des accords sujettis à une procédure d'homologation. Et donc, par conséquent, je voudrais vous résumer mon mémoire par cette phrase qui dispose que la qualification des actes résultant à la fois de la volonté des parties et de la décision d'une juge est difficile à déterminer parce que la décision prise ne peut ni purement contractuelle ni purement judiciaire, mais peut parfois revêtir une double nature et par conséquent, oui, montrer qu'en fait, une homologation des accords présente une nature hybride. Et la dernière question qui se pose pour moi, est-ce que ça c'est seulement un débat académique ou est-ce qu'il y a aussi un effet économique, juridique pour notre vie quotidienne? Merci beaucoup.